Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Sillage du temps, votre hebdo sur les objets et accessoires du passé. C'est un patrimoine qu'on utilise chaque jour, à chaque instant, sans même y penser. Je parle de l'électricité et du gaz. Ces énergies ne se sont pas installées dans nos vies en un claquement de doigts, elles ont bien sûr beaucoup évolué avec le temps. Comment le gaz et l'électricité sont arrivés dans nos maisons de l'agglomération de Rouen? Comment ces énergies étaient-elles produites? Comment leur production s'est massifiée, avec quelles conséquences sur le patrimoine? C'est ce que je vous propose de découvrir avec notre premier invité, Michel Krogeneck. Vous êtes archiviste et historien. Bonjour Michel. Bonjour. Vous avez sorti un livre en décembre 2013 qui s'appelle Histoire d'usine. Vous y parlez notamment, et c'est toujours primordial, de la production d'énergie. Est-ce que ça a beaucoup évolué avec le temps? Oui, alors bon, l'énergie, elle existe depuis, on va dire, la nuit des temps dans l'agglomération rouennaise, depuis qu'il y a une implantation humaine, il y a utilisation d'énergie. On a besoin d'énergie pour fabriquer du papier, pour écraser des plantes tinctorielles, ou même pour écraser le blé. Donc au départ, l'énergie elle est produite par les rivières. Puis à partir de la fin du XVIIIe siècle, on va avoir l'énergie à vapeur qui va faire son apparition. Donc l'énergie à vapeur est produite grâce au charbon. Puis à partir des années 1820, il va y avoir une nouvelle forme d'énergie qui va apparaître, le gaz, produit là aussi avec le charbon. Et à partir des années 1880, c'est l'électricité qui va faire son apparition et qui va quand même largement supplanter ces autres formes d'énergie. Elle était fabriquée où, cette énergie? Comment et où? Alors au début, le gaz qui est produit dans des usines à gaz, il va y avoir plusieurs usines à gaz sur Rouen. Puis à partir des années 1880, on va voir les premières centrales électriques qui vont faire leur apparition, rue aux Ours, à Rouen. Puis une seconde usine qui va s'implanter rue Nessien. Une troisième va voir le jour à la veille de la guerre de 14 à Grand-Quevilly, sur la rive gauche, parce qu'on a un essor de l'industrie sur la rive gauche et une grosse demande en électricité. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une quatrième usine va voir le jour à Diepdal. Et celle dont vous parlez, la première dont vous parliez, c'est celle qui est à côté des docks 76 à Rouen maintenant, c'est ça? Alors oui, effectivement, alors ça c'est celle Nessien, et cette usine électrique, le bâtiment est attribué aux ateliers Et il est magnifique. d'Eiffel, et c'est vrai que c'est un des plus beaux bâtiments industriels. Au niveau patrimoine industriel, c'est un des plus beaux éléments que Rouen puisse posséder. Alors l'énergie, vous venez de nous l'expliquer, là, elle est produite localement, et après, elle est produite partout dans le pays et distribuée. Oui, alors face à la demande qui ne cesse de croître, les usines ne sont pas suffisantes et on va faire appel à d'autres centres de production français, notamment l'électricité produite par les barrages du Massif central. Donc à la veille de la Seconde Guerre mondiale, on va commencer à développer un réseau de distribution à partir de ces grands centres de production que sont le nord de la France et le Massif central. Et c'est la Vaupalière qui va servir un peu d'aiguillage, c'est le dispatching. En fait, c'est là où arrive l'électricité du nord de la France et du Massif central pour être redistribuée sur l'agglomération rouennaise. Et ce site, il existe toujours, il est toujours en activité. Alors ce site existe toujours avec les bâtiments qui sont toujours d'époque, qui ont passé la Seconde Guerre mondiale et les bombardements, et ce sont toujours les mêmes bâtiments, même si naturellement les installations ont été modernisées au fil des années. Mais en termes de patrimoine industriel, on a là aussi un élément intéressant de ce patrimoine lié à l'énergie dans l'agglomération rouennaise. Pour parler justement du patrimoine gazier et électrique, nous avons choisi de vous faire découvrir une association, l'Amicale de sauvegarde du patrimoine électrique et gazier, l'ASPEG, qui est installée à Rouen, place de la Pucelle. Je vous propose de regarder la première partie de notre reportage que nous leur avons consacré. V'là longtemps qu'après la soupe du soir, de dessus le banc où je vais m'asseoir, je vois une femme, une merveille, qu'elle est brune et qu'elle a les yeux noirs. Elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien jolie personne. Dans la rue, on peut la voir, qu'elle est assise dans son comptoir.
Le passage du 110 à 220 volts a été nécessaire parce qu'à EDF, on a décidé d'unifier la tension de l'énergie distribuée. On a inventorié tout le matériel qui était chez les clients pour savoir tout ce qui était soit transformable, adaptable à la nouvelle tension, et si ce n'était pas adaptable, les appareils étaient remplacés et les vieux appareils étaient ferraillés. Donc à cette époque-là, des agents ont récupéré du matériel pour l'esthétique, la beauté du matériel, l'ont mis de côté, l'ont stocké dans leur bureau. Et c'est le début, disons, des collections de l'ASPEG. Il y en a beaucoup de ces objets que j'aimerais vous présenter, parce que pour ma part, j'en ai récupéré une grande quantité. Je suis arrivé à EDF-GDF en 1966. Enfin, j'ai fait une quinzaine d'années monteur. Après, j'étais agent technique. Après, je suis passé contremaître et j'ai fini à la prévention. Et déjà, je connaissais quelques acteurs de cette amicale. Parce que c'est amicale de sauvegarde du patrimoine électrique et gaz. Et bon, j'étais intéressé de venir y participer. On en a entendu parler pendant qu'on était actifs. Puis j'ai un collègue qui était là-bas juste avant moi, Daniel. Puis il m'a proposé un jour, pourquoi tu ne viens pas à la sauce? Bon, on m'a dit pourquoi pas. Mon rôle là-dedans, c'est plutôt de l'archivage de l'informatique. Une fois que les pièces, comme vous avez vu en bas, elles sont restaurées, on va les présenter, les photographier et les insérer dans une application qu'on a sur notre site. Ces objets, il faut les garder, c'est des choses que les jeunes ne verront jamais. Il faut bien qu'on leur montre comment c'était avant. Des objets comme il y a des machines à laver qui étaient en bois, elle est des années 1897 je crois. Il y avait un petit moteur dessus électrique en 127 volts, mais le système il était déjà très au point à l'époque. La particularité de cette machine, c'est qu'elle pouvait être vendue en 3 parties. C'est-à-dire la personne qui avait peu de moyens, elle pouvait aller avoir la machine sans le moteur. C'est-à-dire que là, vous n'aviez pas le moteur qui est là, vous aviez une poignée ici et vous tourniez cette manivelle à la main. Le but, évidemment, est qu'on ait un maximum de pièces de collection qui nous permettent d'agrandir cette collection. Donc on fait beaucoup de recherches. L'objectif, c'est de se faire connaître vers l'extérieur, avec des expositions, avec des différents programmes qui peuvent exister en relation avec les métropoles, avec les communes. Et nous voulons essayer de se faire connaître vers l'extérieur. Tous ces objets, on les retape et on les expose. Tous ces objets ont une histoire, ils sont uniques. Ces objets du passé ont une mémoire, ils ont fait une vie, mais aujourd'hui ils pourraient faire une deuxième vie. Magnifique reportage, on retrouve la deuxième partie dans quelques instants. M'a rejoint en plateau Gérard Lecuvier. Gérard, vous êtes le fondateur de l'ASPEG. Merci d'être sur ce plateau, bonjour à vous. Bonjour. Les objets que l'association, que l'Amicale a récupérés sont vraiment magnifiques. Ils sont magnifiques parce qu'une grande quantité de matériel gaz
date, disons, de la deuxième moitié du 19e siècle, où on faisait des très beaux appareils avec du bronze et beaucoup de verreries taillées magnifiques. Et ça a changé par la suite. On va reparler dans quelques instants. On a beaucoup parlé dans la première partie de l'émission de l'électricité. On a peu parlé du gaz, c'était fait exprès. Comment ça se passait, la production du gaz, et c'est quoi finalement l'histoire du développement du gaz dans l'agglomération de Rouen? Alors, le gaz, disons, dans l'agglomération rouennaise, était fabriqué dans 2 usines à gaz. Une qui était placée à l'Île-la-Croix, la deuxième était avenue de Bretagne, à l'angle de la rue des Emmurés, sensiblement où il y a actuellement les chèques postaux et tous ces bâtiments-là. Le gaz était fabriqué à partir de la houille. Il était donc fabriqué sur place, hein? Sur place, dans des fours. Et comment fabriquer le gaz? Alors, on mettait du charbon dans un four qui était fermé, étanche. On chauffait à environ 1100 degrés et on récupérait ce qui s'évaporait. C'était du gaz chargé, disons, avec des sous-produits que l'on épurait ensuite pour avoir d'un côté le gaz et de l'autre côté des produits chimiques qui pouvaient très bien servir pour des huiles, du benzol, de la poudre à canon. Les amphétamines que l'on avait avant la pénicilline venaient de l'industrie gazière. Et on appelait ça donc le gaz manufacturé, le gaz douille? Le gaz manufacturé parce qu'il était fabriqué. Et il avait pris le nom aussi dans le commun de gaz de ville parce qu'il était distribué dans les grandes villes, dans les agglomérations. Alors ce gaz, Michel, il servait à quoi? Parce qu'au début, on ne se chauffait pas avec ce gaz. C'était quoi le premier usage de ce gaz et comment ça a évolué? Au départ, c'est du gaz qui sert à l'éclairage, parce qu'il a un fort pouvoir éclairant, mais pas de pouvoir chauffant. Donc il faut attendre les années 1855 pour qu'une invention permette de transformer ce gaz éclairant en gaz chauffant. Et à partir de là, ça a ouvert des perspectives énormes. C'est chauffage des logements, pour la cuisine, les chauffe-eau pour chauffer l'eau des bains. Donc là, ça a permis d'équiper l'ensemble des logements avec le gaz, non plus seulement pour l'éclairage, mais pour le chauffage. Et là, ça a permis, grâce à cette extension d'usage, d'en développer l'utilisation. Parce que jusqu'ici, le gaz servait essentiellement à l'éclairage des rues, des commerces, des théâtres. Mais parce que pour utiliser le gaz d'éclairage, il faut poser des canalisations dans les logements, il faut percer les murs, donc c'est quand même un peu lourd. Mais avec d'autres usages, du coup, ça devenait plus attrayant pour les particuliers. Alors on parle du gaz de ville. Comment ce gaz il est arrivé dans les campagnes? Alors le gaz n'allait pas dans les campagnes parce que ça coûtait cher aux compagnies de développer tous les réseaux de distribution. Et le gaz en lui-même n'était pas spécialement rentable. Ce qui rendait l'exploitation d'une usine à gaz rentable, c'était, comme l'a dit Gérard, la production de tous les sous-produits, la vente, la commercialisation de l'ensemble des sous-produits. Alors donc les campagnes qui ne pouvaient pas être équipées d'usines à gaz, à partir des années 30, on y a vendu le gaz butane, le gaz issu de la distillation du pétrole et du gaz commercialisé en bouteille. Et donc là, on pouvait amener le gaz enfin dans les campagnes par camion dans des bouteilles. Le Butagaz, c'est une des marques que l'on connaît encore aujourd'hui. Et donc ça commence à se diffuser dans les années 30. Et là, c'est plusieurs dizaines de millions d'usagers qui peuvent enfin avoir droit au gaz. Ça a fait des beaux objets aussi, ce gaz-là, Gérard? Les objets pouvaient servir soit au gaz manufacturé, soit au gaz de pétrole, le gaz porté tel qu'on vient de l'expliquer. Mais ce qu'il y a, c'est que quand le gaz porté, sous-produit, disons, de la distillation du pétrole, il est arrivé dans les années 30. Mais là, au niveau de l'éclairage, l'électricité était en train de prendre le dessus par rapport au gaz. Donc des éclairages avec du gaz butane ou propane, il y en a eu très peu. Je vous propose maintenant de découvrir la deuxième partie du reportage que nous avons consacré à la SPEG. On se retrouve juste après. Tiens, donne-les, je vais tout mettre là. Attends, ça. Si on roule un bagot. Allez. Ouah. Allez, on y va. Ça, c'est une gazinière qu'on avait été chercher à Caen il y a presque 10 ans, puis
qui était en train de dormir. Puis on s'est dit, mais tiens, c'est un bel objet à restaurer. Et puis c'est vrai que c'est un bel objet, parce qu'en fonte émaillé, verre, tout, c'est nickel. Non, c'est une belle pièce, là. Attends, on va retirer la rampe, là. Comme ça, après, la table... Hein bien redonner une seconde vie, et puis ça permet de pérenniser pour les jeunes le patrimoine et puis l'histoire quoi, du gaz. Sans tout ça, ça serait difficile d'expliquer l'histoire du gaz, quoi, je pense. Ça c'est beau ça. Elle est tout en cuivre. Les réflecteurs, c'est du 1900 ça. Voilà, c'est beau ça. Ouais. Parce que là, tiens, si on casse le verre, là, c'est fini. Hein. C'est du introuvable. En voyant toutes ces belles pièces, on peut que tomber amoureux. Et on change d'activité, on restaure des cuisinières, on restaure des vieux compteurs, etc. C'est autre chose, mais ça fait autant plaisir. Cette cuisinière, elle est belle. C'est-à-dire qu'on passe devant, on est obligé de s'arrêter. Pourquoi? Elle a de la couleur, elle a des fleurs, elle a de l'émail. Elle a du cuivre, elle a de la fonte. J'ai un pied dans le passé et un pied dans le présent. Et je pense qu'il faut toujours garder les deux, le passé et le présent. Allez, un petit peu. On avait une belle. J'aime bien sentir les là. Ouais. Vous m'avez vu mettre de l'huile de lin avec les collègues. Pourquoi? Parce que on préfère garder tout le matériel dans son jus. La tienne. C'est bien marqué de presse. On a la satisfaction de revoir l'objet revenu un peu dans son état d'origine. Ça va mieux, hein? C'est une passion. Voilà, elle y va. Même si des fois c'est raide, qu'on a mal au dos le soir ou des choses comme ça, on est une bonne équipe, ouais. On ferme. On est peut-être vieux, on n'est plus tout jeune, et on fait ce qu'il faut, on le fait. On fera moins vite qu'il y a 30 ou 40 ans, mais on le fait. Bah voilà. Par contre, il faudrait qu'on trouve un truc pour la rehausser. Là, on mettra du sel bleu. Ouais, on verra ça plus tard, ça. Ouais. Parce qu'il faut qu'on fasse des palettes. Voilà, donc elle est déjà à sa place. Ouais. Elle est belle, elle est mignonne. Combien les gars? C'est bon. Je suis profond. Voilà. Bon. On se retrouve entre collègues et puis on pourrait même dire amis parce que on s'entend quand même bien et c'est pas désagréable quoi. C'est vraiment des copains. Et donc, on peut poser n'importe quelle question, qu'elle soit bête ou pas, on a toujours une réponse. Oui, il y a toujours un peu une rivalité. Gazier et Lec, mais on s'aime bien. Voilà. C'est ce qui fait la bonne entente. Bon allez, réveillez pas les chats qui dorment. Non, vas-y, on va s'en fâcher, là. Non. Ça continue, quoi. Pas le plus longtemps possible. C'est tout ce que je souhaite, là. Tiens, mais toi, à côté du président d'honneur... Non, monsieur, attends. Hiérarchie. J'espère que ça va durer, mais c'est, disons, voué aussi, en fonction de ce que les gens veulent bien nous accepter. Parce que nous avons vécu une période, il y a une quinzaine d'années, où des personnages étaient très peu sensibles au patrimoine, et il était question de tout ferrailler. Hein. Non, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut nous faire même une bonne mine. Demain, on ne sait pas. Par exemple, on a toujours un peu la trouille, parce que du jour au lendemain, on nous dit « Ah bah vous déménagez, hein. Vous avez 2 semaines pour déménager le 5e. » Eh ouais, je fais venir 2 conteneurs et puis... On met tout à la benne.
Puis ici, qui vous dit que dans 5 ans, vous revenez dire tiens, on va dire bonjour à la SPEG, puis peut-être qu'on sera plus là. Il y aura peut-être que des nouveaux. Hein? Il y aura peut-être que des nouveaux. Espérons qu'il y ait une relève surtout. Ça, c'est des beautés qu'on trouve plus maintenant. Maintenant, c'est que du plastique. Là, quand on y voit nos lampes, c'est des joyaux, quoi. Gérard, à la fin du reportage, pose la question de la suite de l'association. Est-ce que vous êtes à la recherche de forces vives? L'ASPEG, disons, aimerait bien avoir des gens, plus de personnes pour venir, disons, rénover le matériel. Le gros problème, c'est que nous n'avons pas de locaux. Donc il est très difficile de faire travailler beaucoup de personnes en même temps. Parce qu'actuellement, nous squattons, disons, les locaux à ex-EDF-GDF, c'est-à-dire aujourd'hui Enedis et Engie. Et donc on vous a attribué un bout de local, comment ça se passe? On nous a attribué un morceau de sous-sol et on a squatté un morceau de grenier. Voilà. Où nous en sommes aujourd'hui. Quels sont les moyens de l'association? Alors, les moyens de l'association, financièrement, les deux entreprises, ex-EDF et GDF, nous ont toujours subventionnés. On était à une époque subventionné à 5 000 euros par an, qu'on a toujours aujourd'hui d'ailleurs. Plus, depuis que l'association a été structurée, on a des adhérents qui payent une cotisation annuelle qui est de 30 euros. On a, je crois, 35 adhérents. Voilà avec quoi nous vivons. Et parfois, nous faisons des expositions qui nous rapportent un peu d'argent puisqu'on loue notre matériel à ce moment-là. Et vous êtes à la recherche de locaux? Vous auriez les moyens d'en avoir? Alors, nous, on n'est pas compliqués. Des locaux qui soient sécurisés, chauffés, éclairés, mais qui n'aient pas de loyer à payer puisqu'on n'a pas de budget. Bon, avis à ceux qui pourraient offrir ces locaux et qui regardent cette émission. Donc les forces vives, on en a parlé. Comment vous recrutez? Le recrutement se fait, disons, par, je dirais, le bouche à oreille, entre des collègues qui sont retraités ou des amis de certains collègues qui viennent nous rejoindre. Et comment vous faites connaître l'association? Alors, l'association, on se fait connaître. On est sur un site internet, le site Copagaz, dans lequel on va trouver les différents collectionneurs au niveau national. Donc, on va avoir la rubrique de l'ASPEG. Alors, l'ASPEG a une particularité, c'est que le site Copagaz est un site gazier. Et nous sommes la seule association à avoir une partie gaz et une partie électrique. Donc, dans le site, vous allez retrouver les deux parties, avec tout le matériel répertorié. Alors, vous avez réuni beaucoup de matériel, vous le rénovez. Où donnez-vous à voir ces expositions? Où est-ce qu'on peut voir ce matériel exposé? Alors, malheureusement, ce matériel n'est pas visible en permanence. On en expose une partie chaque année aux Journées du patrimoine. On essaye de choisir un thème, par exemple sur le café, où on va exposer les torréfacteurs, les moulins à café, le chocolat, où on va avoir les chocolatières, enfin tout ce qui va aller avec, ou alors le confort sur le linge, le repassage, le lavage, des choses comme ça qu'on va choisir. Et est-ce que ce sont vos challenges du futur, d'essayer de sortir plus ce matériel? C'est-à-dire qu'on aimerait bien pouvoir le sortir plus. Le problème, c'est qu'il faut avoir des lieux d'exposition. Alors, nous avons déjà fait, je dirais, des grandes expositions. On a fait une exposition il y a quelques années à la Corderie Valois, où on a habillé tout le 3e étage, c'est ça. Ça a duré l'exposition pendant 6 mois.
On avait reconstitué une cuisine des années 1920, un salon de coiffure, une salle de bain, enfin disons tout ce qu'il y avait comme confort par le gaz à cette époque-là. Et quand est-ce qu'on peut voir la prochaine? Peut-être qu'il y en a une de prévue. La prochaine expo, Michel vient de me parler que 2024, peut-être au musée des sapeurs-pompiers à Montville. Et une autre exposition qu'on a la primeur, puisqu'on a rencontré les gens mardi dernier, qui serait sur, disons, la production de l'électricité à partir de l'hydraulique. Ça se ferait à Elbeuf. Michel, votre livre sort quand? Peut-être à l'occasion de l'exposition au musée des sapeurs-pompiers, donc l'année prochaine. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau pour cette émission. C'est la fin de votre émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Nous vous parlerons des jouets anciens et des collectionneurs de ces vieux jouets. À la semaine prochaine.